Imaginez, une matinée de printemps, vous êtes devant un jardin inconnu. Ce jardin a ses propres histoires à raconter, avec ses arbres, ses fleurs sauvages et ses recoins à découvrir. Vous avez en main votre carnet de notes et votre smartphone pour les photos. Votre mission est de comprendre ce jardin avant de proposer quoi que ce soit. Chaque détail compte, la qualité du sol, les espèces végétales, les zones d'ombre et de lumière, et même les petits habitants du jardin comme les insectes pollinisateurs et les oiseaux. Et ces vieux tas de bois ? Et l'ancien mur en pierre sèche ? Et que faire du vieil enrobé en mauvais état ? Par où commencer ? Comment aborder ce jardin pour un projet respectueux de l'environnement et viable économiquement ? Et maintenant, imaginez que vous pourriez non seulement comprendre ce jardin, mais aussi proposer des solutions qui le rendent encore plus beau, plus résilient et symbole d'harmonie avec la nature. Un jardin qui évolue avec le temps, qui s'adapte au changement climatique, tout en offrant un refuge pour la biodiversité. Bienvenue dans Paysagistes de demain, le podcast qui vous accompagne cette saison vers une conception plus respectueuse de l'environnement. Je m'appelle Thomas Gentillot, je suis ingénieur paysagiste et formateur. Aujourd'hui, nous allons approfondir deux thématiques déjà introduites dans le premier épisode, la biodiversité et le réemploi. Mais cette fois-ci, nous allons nous questionner sur l'amont, comment regarder autrement le vivant et les matériaux déjà présents dans un jardin. Le deuxième épisode nous a permis d'aborder la question des impacts de nos entreprises du paysage de manière générale, quel que soit le type de chantier. Nous avons également commencé à parler des impacts spécifiques à chaque chantier, notamment avec la logique de diagnostic. Lilou Dallas Multipass. L'approche multipass ou 5 éléments, j'ai envie de vous en faire un petit rappel pour mieux l'ancrer. On a d'abord le feu, le soleil, indispensable pour la végétation et les aménagements. Ensuite, l'eau, son circuit naturel, ses excès, ses manques. Ensuite, l'air, le vent, son impact sur la végétation et les aménagements. Quatrième, la terre, le sol, le premier écosystème du jardin. Et enfin, le cinquième élément, la vie, végétaux, faune et bien-être des usagers. En gros, le jardin de Madame Martin. S'il prend un coup de 2 tonnes 5 à chenilles, c'est grave ou pas ? En fait, le diagnostic 5 éléments, c'est un moyen pour se rappeler ce que l'on doit regarder. Mais c'est très large. Et avant de regarder de plus près avec les 2 focus prévus, je voudrais vous plonger dans mon vécu des diagnostics environnementaux appliqués au paysagisme. Direction donc ma rubrique suivante, la marolibellule. Grâce à mon BTS en gestion et protection de la nature, j'ai été formé à réaliser un diagnostic avant toute action dans un espace naturel. Puis j'ai débarqué dans le monde du paysage pendant mon cursus d'ingénieur et j'ai constaté que cette approche naturaliste est peu applicable dans un jardin, et a fortiori dans un jardin urbain. En 2014-2015, j'ai travaillé avec plusieurs chercheurs et spécialistes sur un diagnostic pour la mise en place d'un plan de gestion pour les jardins de copropriété en pleine ville. Le résultat était intéressant, mais assez lourd à mettre en œuvre dans une démarche commerciale. Par contre, nous avons identifié dès le début que la dimension usage était essentielle. Nous avions alors décidé de travailler avec des chercheurs en psychologie sociale pour d'une part étudier les pistes de sensibilisation des publics, mais aussi pour identifier leurs pratiques des espaces extérieurs et les manières de les identifier. A posteriori, ce travail fut à mon sens le plus riche, car il met en lumière ce dont parlent les théoriciens de la science des services, les usages et leur importance, l'expérience client, et qu'il faut bien comprendre quels sont les besoins du client au-delà de sa demande. De manière générale, cette approche des psychosociologues a été finalement confirmée par les expériences faites par le réseau Alliance Paysage depuis 30 ans sur les réussites commerciales dans nos métiers. Le résultat est clair, il existe 2 leviers principaux pour réussir. Le premier, c'est la bonne compréhension des besoins du client, c'est-à-dire plus on s'éloigne de la réponse stricte à sa demande et plus on gagne en qualité de réponse. L'enjeu est alors de bien identifier le besoin. Le deuxième, c'est l'expérience client. Si votre projet n'est pas génial sur le papier ou que le besoin du prospect n'est finalement pas à la hauteur du potentiel qu'offre le jardin, la bonne expérience client va vous faire emporter l'affaire et provoquer le bouche à oreille si précieux pour le commerce. J'enfonce des portes ouvertes pour des vendeurs chevronnés, surtout dans d'autres professions. Mais rappelons que nous ne vendons pas un produit défini et unique. Nous offrons un service, mais un service basé sur quelque chose de très concret, un jardin. Et ce jardin crée un lien émotionnel fort avec nos clients. Je ne vais pas entrer dans les détails des symboles qu'évoque un jardin, mais rappelons-nous que c'est bien plus qu'une pièce supplémentaire que nous vendons. Selon Marshall Rosenberg, le besoin est une nécessité universelle qui, lorsqu'elle est reconnue et satisfaite, contribue à notre épanouissement et donc à notre bonheur. Nous devons travailler pour chaque client sur l'identification de ses besoins vis-à-vis de son jardin. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, car nous retomberions dans une démarche trop centrée sur nous, les humains. Un jardin se fait avec d'autres vivants, que nous appelons plus classiquement la biodiversité.
Ne pas prendre en compte la biodiversité déjà sur place ou qui pourrait venir y vivre, c'est se mettre des œillères incompatibles avec les paysagistes de demain que nous voulons être dans ce podcast. Alors pour parler de ce vaste champ, j'ai eu très envie de réinviter un combattant de la première heure, une personne que j'admire pour son abnégation et pour son érudition humble. Vous l'avez déjà croisé dans l'épisode 1, Hugues Mouret, le directeur scientifique d'Anthropologia. Il va me rejoindre sur la terrasse. Bonjour et merci Hugues d'être à nouveau avec nous dans Paysagistes de demain. Dans le premier épisode, tu as évoqué un outil très intéressant qui est Pollinisation. J'aimerais que tu nous en dises plus. À quoi ça sert? Pourquoi vous l'avez créé? Comment vous désirez le faire évoluer, etc. Alors, tout d'abord, on l'a créé pour, encore une fois, faciliter la lecture de la nature. Essayer de produire une grille simplifiée, et non pas simpliste, hein, c'est la nature extrêmement complexe, elle est pas compliquée, mais elle est extrêmement complexe, et il faut souvent associer des disciplines très diverses pour pouvoir le lire. Et ça, pour tout à chacun, c'est quasi impossible, à moins de vouer sa vie à la découverte et à l'apprentissage de ces méthodes. Donc on l'a conçu comme une lecture simplifiée, mais on a eu besoin des espaces verts. Donc on l'a fait relire à un certain nombre d'espaces verts de collectivités avec qui on travaille et qu'on a formés. Alors on s'est rendu compte, notamment avec toi et avec Solène, qu'il manquait aussi des approches des espaces verts privés, des paysagistes, etc. C'est pour ça que d'ailleurs depuis quelques mois, et c'est pour ça que tu le connais bien évidemment, on travaille ensemble sur la réévaluation de ces critères, peut-être un certain nombre de définitions, un certain nombre de termes qu'on va utiliser à la place des autres. Alors dans l'association, on a pour devise de produire un certain nombre de choses et de les mettre à destination du public. Une fois que ces produits, on ne va pas les revendre, ils sont mis sur la place publique et tout le monde peut les utiliser. Par contre, on est tout à fait preneur d'un retour. Il y a des auditeurs qui sont là. Si vous voulez l'utiliser, nous faire des retours critiques, positifs c'est toujours agréable, mais négatifs ça permet de progresser, d'adapter au mieux le document pour qu'il puisse servir concrètement, efficacement dans vos aménagements, dans le regard que vous pouvez avoir et dans l'accompagnement du grand public qui est une part importante dans la prise de conscience, dans la mise en action et dans la modification d'un certain nombre de productions, de consommations qu'on a. Donc si j'ai bien compris, cet outil est avant tout un outil de sensibilisation et un outil simplifié qui a le double objectif de 1. Donner des pistes d'éco-conception pour l'accueil de la biodiversité, c'est-à-dire en gros faire mieux avec des solutions qui vont nous permettre de mieux agir dans le jardin, et 2. Offrir des arguments et une compréhension du pourquoi ces nouvelles pistes de conception et de gestion sont pertinentes. C'est exactement ça. Diversifier les habitats, diversifier les strates, diversifier les états de végétation, multiplier les habitats, les micro-habitats qui servent de refuge, de lieu de ponte, de nidification. Bref, recréer ce qu'on voit autour de chez soi. Aller dans la nature et vous allez voir du bois mort au sol dans les forêts et non pas des prairies. Vous allez voir des trous, des bosses, des cailloux. Ce qu'on ne trouve plus dans les jardins puisqu'on a pour habitude d'araser le terrain quand on arrive. Et c'est terrible parce que ces accidents de terrain que sont les trous, les bosses, les troncs d'arbres, les pierriers, etc. ce sont des éléments nécessaires à l'accomplissement du cycle d'un grand nombre de bestioles. Et donc en leur supprimant ça, on supprime les habitats. Si on supprime les habitats, on supprime les espèces qui vont avec. Et pourquoi on doit le faire? Parce qu'on est vivant, simplement. Il faut qu'on s'en rappelle en permanence. On est vivant, on fait partie de ce vivant, et il y a une urgence absolue, quoi. Donc on n'a pas le choix. Ça veut dire installer de la gestion différenciée, mais c'est très différent de la fauche tardive. C'est souvent simplifié au travers de la fauche tardive, qui est une des modalités. Mais si on fauche tout en juillet-août, en réalité, les espèces qui vivent en juillet-août, comment elles font? Donc c'est une modalité très restrictive. Alors qu'on peut utiliser une fauche précoce, ce qui va retarder la floraison. On peut utiliser une fauche tardive, donc classiquement au mois de juin, juillet, en fonction d'où on est en France. Et une fauche très tardive en octobre ou début novembre, ce qui permet de toujours avoir des espaces d'herbe tondue, une partie qui reste en fleurs, une partie qui est fanée. Et en fait, ces trois strates herbacées vont jouer des rôles différents. Les hérissons vont aller chasser sur les espaces d'herbe tondue. C'est le cas aussi des lézards verts ou des crapauds. Par contre, ils vont se réfugier plutôt dans les herbes hautes. Les insectes vont butiner les fleurs, mais ils vont passer l'hiver dans les herbes hautes. Les prédateurs des insectes vont sortir des forêts puis aller chasser d'autres petites bestioles, alors que ce soit les limaces, les escargots, etc., sur les espaces ouverts. Bon, c'est vraiment la notion de mosaïque d'habitat et de micro-habitat qui est importante. Donc, et favoriser la libre évolution, c'est une modalité qui permet de faciliter l'adaptation des organismes parce qu'ils ont le choix. C'est ça qui est important. On ne leur donne pas un milieu, mais ils ont le choix d'aller là où ils ont besoin. Waouh, c'est passionnant encore ce que tu viens de nous raconter. Mais crois-tu qu'il faudrait que chaque paysagiste réalise à chaque fois un diag pollinisation? Ou sinon, imaginons un paysagiste qui n'a pas encore pris contact avec cet outil. Quels sont les 3 points les plus importants que doit regarder avant toute intervention un paysagiste qui tenterait de faire mieux qu'avant? Je sais que 3 c'est limitatif, mais soyons concrets.
Alors d'abord, le diagnostic, il prend pas plus d'une demi-heure, hein. Si on connaît le site, même moins que ça. Donc effectivement, s'il arrive au dernier moment, c'est pas possible. Autant le faire la prochaine fois, mais en parler à son client pour lui expliquer qu'il y a une démarche basée sur des connaissances scientifiques et un diagnostic qui est descriptif. Alors, si on doit en retenir 3, la proportion de surface minérale, parce que ça pose un vrai problème sur l'eau, sur la vie du sol, et donc la végétation, et donc la petite faune, et donc la grande faune, hein, c'est une cascade évidemment. La proportion de plantes, notamment la proportion de plantes indigènes, c'est-à-dire celles qui vont remplir des réelles fonctions pour la faune locale, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut supprimer tous les exotiques. Donc ça fait 2, et la présence de micro-habitats. Ça, c'est quand même un élément qu'on a tendance à oublier, hein. Mais je me permets quand même d'en ajouter un 4e. Ça manque souvent, c'est la connectivité à l'intérieur du site et avec les milieux environnants, et notamment avec les milieux semi-naturels, qui sont les sources par lesquelles les espèces vont pouvoir coloniser le jardin. D'où l'intérêt de mutualiser, de mettre plusieurs jardins contigus côte à côte dans cette même dynamique, mais d'aller chercher aussi d'autres acteurs, c'est-à-dire l'espace vert communal du coin, l'agriculteur du coin qui va laisser de la place aux haies, aux bandes enherbées, à de la rotation de culture, à la plantation de légumineuses, les fameux engrais verts qui nourrissent tout un tas d'insectes. Bref, dès qu'on empile comme ça différentes couches de la société qui agissent dans un mouvement qui va dans le même sens, on a un effet paysage et un effet beaucoup plus important sur l'attraction et la sédentarisation de la faune sauvage. Il y a 3 choses que je retiens et qui peuvent pousser notre profession à être plus acteurs pour la biodiversité. D'abord, il faut que les paysagistes bossent avec les collectivités sur comment les bestioles vont se balader d'un espace à un autre, que ce soit privé, public, etc. Dans la continuité de cette idée, il y a un autre sujet sur lequel certains adhérents du réseau réfléchissent d'ailleurs. C'est de proposer nos services non pas en monoclient, mais en multi-client, par zone géographique. Les 2 autres éléments que je retiens et qui peuvent assez facilement être utilisés comme notamment argument commercial, c'est d'abord la question des micro-habitats, c'est-à-dire de multiplier les espaces aménagés de manière différente et donc par exemple de choisir de créer 3 massifs différents plutôt qu'un seul immense, et avec l'un d'entre eux contenant un tas de pierres qui d'ailleurs traînait déjà là, et donc on fait le lien avec le réemploi. Enfin, ce sont les connexions, et donc la problématique des clôtures. Nous avons une passion de la clôture dans notre pays. Nous avons donc étudié le sujet avec un des adhérents, l'entreprise Roberol de Limoges, et d'ailleurs nous y reviendrons dans un épisode dédié. Avec tout ce que l'on a raconté, il y a un enjeu de taille qui prend forme dans ma tête, et probablement dans la tête de nombreux auditeurs, c'est est-ce que les paysagistes sont-ils suffisamment formés ? Ou simplement ont-ils besoin de vous autres naturalistes ? Mais bien sûr, et c'est évident, pour démarrer quelque chose de nouveau, il y a souvent besoin d'un facilitateur, d'un accompagnateur. Et là, c'est bien notre rôle, c'est de tirer les œillères, de faire découvrir ce foisonnement de vie qui nous entoure. Et c'est ça l'objet de ces formations. Mais la plus-value que je peux apporter, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut voir, comment ça vit, comment lui faire une place et comment bénéficier de tout ça. Avant de te laisser repartir, je voudrais te poser la question, quels sont les grands principes à respecter pour un concepteur d'un aménagement ou un jardinier qui prend soin d'un jardin ? Sachant qu'un paysagiste, quand il arrive, c'est souvent sur un espace... totalement tondu, avec absolument rien, pas un seul arbre. Et donc, les principes qu'on va mettre en place, c'est ceux qu'on vient d'évoquer. Donc, évidemment, je pourrais me répéter, mais c'est comment est-ce qu'on va laisser de la place aux autres ? Comment on va laisser où ? Et comment on va laisser des zones en libre évolution sur lesquelles on ne va pas intervenir, mais laisser la nature faire ce qu'elle sait faire ? Ou bien l'accompagner. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire à sa place, mais on va l'accompagner, pas la diriger. Vous le savez, les arbres ne poussent pas dans les prairies, il n'y a qu'à voir les prairies naturelles, il n'y a pas d'arbres, et il n'y a qu'à voir là où il y a des arbres, ça s'appelle des forêts, et au pied des forêts, il n'y a pas de prairies. Donc en fait, la plupart des réponses, on les a devant soi. Et c'est sur ces grands principes qu'on peut prendre des mesures qui sont novatrices et qui vont dans le sens de maintenir le vivant. Merci encore Hugues de ton passage dans Paysagistes de demain. Avec grand plaisir Thomas. Dans le cadre d'une démarche d'éco-conception, nous avons déjà vu dans les 2 premiers épisodes que l'un des impacts environnementaux majeurs de nos projets de jardin, c'était la fourniture. Sa conception, sa production et la logistique liée. J'aimerais vous partager une petite anecdote. Ayant peu de moyens dédiés à mon jardin pendant la période où je retapais ma maison, j'ai utilisé ce qu'il y avait déjà dans mon jardin pour le réemployer, mais franchement, je vais pas vous le cacher, c'était de l'impro et pas toujours réussi. Si j'avais pris le temps, comme je peux le faire, sur des projets professionnels de bien dessiner mon jardin et d'imaginer tous mes aménagements, est-ce que j'aurais fait du réemploi ? C'est pas sûr. Et puis il y a eu ce projet Paysagistes du vivant, avec le réseau Alliance Paysage, et j'ai regardé autrement les vieux tas de tuiles qui étaient disséminés un petit peu partout par l'ancien propriétaire dans mon jardin. C'est comme ça que ce printemps, elles sont venues remplacer un muret de soutènement que j'avais fait à la va-vite avec des branchages. Mais comment un pro aurait fait dans le jardin d'un client ?
Qu'aurait-il fait pour identifier ce potentiel ? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai invité le super archi Hugo Topalov, expert sur les questions de réemploi. Bonjour Hugo, merci de revenir avec nous dans ce 3e épisode de Paysagistes de demain. Tu nous avais fait une belle introduction sur le réemploi dans l'épisode 1. Dans celui-ci, nous travaillons sur la démarche que doit avoir un paysagiste quand il débarque dans un nouveau jardin. En me renseignant un peu plus sur le sujet, j'ai réalisé que cette question dans le BTP n'est plus une simple option ou un délire d'écolo-bobo, c'est une obligation. Et j'ai trouvé ça sur le sujet. Dans le cadre d'une opération de démolition ou de rénovation significative d'un bâtiment, le maître d'ouvrage doit réaliser un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus des travaux. C'est même codifié dans le code de la construction et de l'habitation. On appelle ça le diagnostic PEMD. Encore un mot technique à la française, mais tu me confirmes que nous ne sommes pas assujettis à cette obligation pour les aménagements extérieurs. Tout à fait. Donc le périmètre du diagnostic PEMD, c'est bien les bâtiments et les surfaces de plancher intérieurs qui accueillent des activités diverses. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'une extension de cette réglementation est à l'étude, est prévue pour notre profession ? Bellastock, on a l'honneur de siéger au sein du SPREC, qui est le syndicat des acteurs du réemploi, qui existe depuis 3 ans maintenant, et qui justement, mais on peut imaginer que le PEMD soit étendu aux espaces extérieurs, mais je pense qu'il faut considérer ce fameux PEMD pas comme une obligation réglementaire contraignante, mais vraiment comme un outil pour faire du projet. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ces PEMD ? Et en quoi consiste ce diagnostic ? Donc les produits, équipements, matériaux, donc des éléments qui sont considérés comme réemployables, mais le réemploi, c'est important de le préciser, concerne des produits, équipements et matériaux, mais ne concerne pas des déchets juridiquement. Et donc en quoi il consiste ce fameux diagnostic ? Ni plus ni moins finalement de étudier ce qui existe déjà sur le terrain, donc prendre connaissance du déjà là, et ça consiste à dresser un inventaire des ressources, les quantifier, les identifier, les caractériser, toujours dans l'objectif de mettre en place de manière opérationnelle sur le futur chantier une valorisation la plus vertueuse possible de l'ensemble des PEMD qui vont être générés par ce même chantier. C'est aussi un diagnostic qui a pour objectif d'identifier les filières locales qui vont être à même de pouvoir traiter ces éléments quand ils ne sont pas directement réemployés sur le site. Ok. Bon, le réseau Alliance Paysage, avec le soutien de l'ADEME, a fait appel à vous, Bellastock, pour accompagner quelques-unes des 10 entreprises pilotes du projet Paysagistes du Vivant, mais aussi pour imaginer un genre de diagnostic PEMD appliqué à notre métier. Pour plus de détails, nos auditeurs pourront retrouver 2 guides, l'un dédié à l'éco-conception dans son ensemble, et on y parle de notre sujet du jour, l'autre, complémentaire, est dédié spécifiquement au réemploi. Mais pourrais-tu nous dire ce que doit faire un paysagiste pour initier une telle démarche, une démarche de réemploi, et notamment quand il débarque dans un nouveau jardin ? Il y a 2 parties, une partie analytique et ensuite une partie plus projective. Donc la partie analytique, ça consiste, encore assez simplement, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile à faire, mais à caractériser les matériaux qui sont déjà là. Donc ça veut dire les reconnaître, les maîtriser, les décrire dans leur nature, dans leurs caractéristiques, dans ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent encore faire justement, et dresser un inventaire qui permette de se donner une idée du potentiel qu'il y a déjà sur le terrain quand on arrive dessus. Ensuite, la partie prospective, elle consiste à se dire, par rapport au projet que j'envisage, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ces ressources ? Donc, on peut soit partir d'un projet qu'on a déjà commencé à établir et se demander comment les matériaux peuvent entrer dedans, mais on peut aussi, de manière complémentaire, se dire que c'est les matériaux existants qui vont informer la conception. Donc, ça demande vraiment une sorte d'agilité qui est peut-être pas commune et peut-être pas habituelle, donc qui peut être au début difficile à mettre en place, mais de se dire vraiment que c'est aussi les matériaux qui vont informer la conception et pas juste une conception qui va se faire en chambre et puis ensuite qui va se demander dans des catalogues de matériaux neufs ce qu'elle peut aller chercher pour matérialiser finalement cette conception, quoi. Ah, c'est super intéressant parce qu'en fait le concepteur va débarquer dans le jardin, va regarder les matériaux qui sont là, qu'est-ce qu'il peut en faire, etc. Et cette démarche-là, ça peut aussi bouger le client. Et donc derrière, il va falloir qu'il retravaille le projet avec le client, en imaginant ce qu'il peut faire avec les matériaux, etc. Bon, avec le client, l'argument basique, ça va être on achète moins de fournitures. S'il a un client plus écolo, c'est moins d'impact. Et ça, je trouve ça très pertinent parce que ça vient directement dans la dynamique des marchés que l'on constate actuellement, où on a des clients qui ont envie de mettre la main à la pâte,
qui ont envie de participer. Donc si je résume ce que tu viens de nous dire, on a une première étape qui va être d'analyser ce qu'il y a dans le jardin. Le gars qui débarque pour la première fois dans un jardin, il analyse, il regarde. Alors là, il y a un bout de tuile, là, il y a un ancien muret qui, a priori, dans le projet, va devoir disparaître. On a un bout d'enrobé qu'on va découper. Tous ces éléments, quoi. Il va essayer de mettre des mètres carrés en face, des mètres cubes, etc. Une qualité du matériau en lui-même, ce qui veut dire que derrière, il va se dire, il y aura peut-être que 50% que je vais pouvoir réutiliser. Et ensuite, il va falloir qu'il l'injecte, enfin entre guillemets, dans le processus de conception avec le client. Donc, c'est une méthodologie de travail qui est assez fine, en fait, qui est assez nouvelle. Et là, on n'est plus du tout sur l'idée d'ensemblier du jardin, là, où on entendait que le paysagiste, c'est celui qui a mis un portail, une terrasse, voilà, des objets distincts qu'on colle, là, comme ça. Non, on a quelque chose de beaucoup plus intégré, beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe. Et donc, c'est un vrai savoir-faire. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout sur du low cost. Enfin, c'est quasiment du luxe, en tout cas, c'est du haut de gamme. C'est du jus de cerveau, de l'animation, de la compréhension du client, des matériaux, etc. Donc, je vois que c'est beaucoup plus de boulot pour le chargé d'affaires, le vendeur, le concepteur. Et c'est derrière potentiellement un gros travail de main-d'œuvre et d'artisanat, en fait, pour les équipes qui sont sur le terrain. Donc, la question logique qui me vient, c'est économiquement, c'est comment le réemploi ? Vous avez déjà des retours ? Qu'est-ce que vous avez pu repérer, en fait ? Ce que ça signifie en termes de modèle économique, qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise de mettre en place tout ça, cette logique de réemploi ? Sur l'approche économique, en fait, il n'y a pas une réponse qui vaut dans tous les cas. C'est-à-dire c'est plus cher ou moins cher le réemploi. En fait, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. C'est un peu la métaphore plus de matière grise et moins de matière utilisée sur le chantier. Et ensuite, sur est-ce que ça va coûter plus cher ou moins cher, donc ça dépend un peu de chaque matériau. Il faut prendre les différents paramètres de l'équation. Le premier paramètre le plus important, c'est finalement les coûts de démontage soignés des matériaux par rapport aux coûts habituels en fait, de démolition un peu brutale. Donc ça, c'est le premier poste qui est concerné par des éventuels surcoûts. Ensuite, le deuxième poste, c'est le poste de préparation de la matière. Et finalement, c'est un peu ces deux postes qui sont les plus importants la plupart du temps et qu'il faut prendre en compte, en se disant que de l'autre côté de l'équation, il y a le prix d'achat d'un matériau neuf. Et aussi au regard du coût en fait, que coûtent les déchets à évacuer et à traiter. Mais après, j'ai envie de dire, tout dépend de l'ambition en fait, du projet pour réfléchir à l'économie. Ce qui est sûr, c'est que nous, Bellastock, ça fait maintenant 7 ans qu'on tient un annuaire d'entreprises qui se sont spécialisées en fait, dans la récupération des matériaux de réemploi et la remise en circulation. Elles sont visibles sur un annuaire en ligne qui s'appelle opalis.eu, O-P-A-L-I-S. Pour terminer cet échange avec toi, je retiens donc 1. Le réemploi, c'est un savoir-faire, qu'il soit du côté du concepteur comme du côté de l'artisan de terrain. 2. Il y a vraiment une démarche à suivre quand même, un peu technique. Et 3. Il y a un vrai modèle économique à trouver, au cas, par projet. Avant de terminer complètement, j'aimerais que tu nous emmènes dans ta cabane d'archi, ingénieux, pour que tu puisses nous donner un exemple encore plus concret. Alors maintenant qu'on y est-ce que tu peux donner à nos auditeurs 1 ou 2 matériaux très concrets ? Il me semble que c'est vraiment intéressant que nos auditeurs puissent vraiment voir, imaginer vraiment ce qui pourrait être dans un jardin. Je dirais un peu d'emblée la pierre naturelle. L'exemple qu'on prend souvent, c'est l'exemple des pavés de voirie. Aujourd'hui, si on prend la filière du réemploi, en gros, sortent à peu près 2 fois moins cher que leur équivalent neuf, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup utilisés. Pourquoi ? Parce que l'opération de démontage, elle est assez simple. L'opération de préparation, elle est assez simple. Alors, il y a aussi des opérateurs qui proposent de scier le pavé en 2 dans son épaisseur, ce qui permet de doubler en fait la surface pavable, puisqu'on a toujours l'épaisseur nécessaire pour faire du pavage extérieur, et en plus de rendre accessible en fait, notamment aux handicapés. Ensuite, sur une famille un peu plus exploratoire. Moi, j'ai envie de citer le béton, parce que le béton, en fait, c'est un matériau qu'on trouve quand même relativement souvent dans des dallages, par exemple. Et c'est intéressant de le mettre en parallèle de la pierre parce que les savoir-faire qui sont nécessaires pour réemployer du béton, finalement, ils se rapprochent un peu de la pierre. Après, il y a de la ferraille dedans, donc ça change un petit peu quand même l'approche. Mais disons que c'est un matériau qui est, je pense, porteur parce qu'il est disponible en grande quantité. Après, il y a toute une esthétique et un imaginaire autour du réemploi de béton à mettre en place. Mais franchement, essayez de couper une dalle de béton en 2 et regardez la tranche, en fait, vous allez voir tous les granulats qui sortent. C'est comme le terrazzo vénitien, c'est vraiment magnifique. Merci Hugo et à très bientôt. Ce 3e épisode touche à sa fin. Bon, il y a un matériau très présent dans les projets de paysage et dont Hugo n'a pas du tout parlé, c'est pas son domaine.
c'est le sol, la terre. À l'heure des projets de terre fertile, de recréation de sol, de pédologie régénérative, quelle approche simple et pragmatique pourrions-nous avoir pour un projet de jardin ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre lors du prochain épisode. Un grand merci pour cet épisode à Hugo, Hugues, ainsi qu'à toute l'équipe du programme Paysagistes du Vivant. Un grand merci à l'ADEME et bien sûr au réseau Alliance Paysage.